Bienvenue sur Plus belle la vente, une émission présentée par Atmada pour découvrir les coulisses de la vente. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Plus belle la vente, podcast sur la vente. Je suis Simon Abbé, le fondateur du groupe Atmada. On est le premier écosystème de vente en France et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Valérian de la société Doka. Salut Valérian, comment ça va? Écoute Simon, merci en tout cas de m'accueillir aujourd'hui. Franchement, ça fait super plaisir. C'est mon premier podcast. C'est génial. Au vu de la croissance et du dynamisme de Doka sur les réseaux sociaux, j'espère que ça va être aussi explosif. Ouais. Surtout, il faut que je m'entraîne au podcast parce que là, c'est ce qui cartonne en ce moment. Voilà, t'es à la bonne place. Bon endroit. Nous, pour la petite histoire, on se connaît déjà. Ouais. On s'était rencontrés quand tu avais Student Pass et moi Bureau des Goodies. Ça remonte. Ça remonte un peu, qu'on a tous les deux vendu. Ouais, C'est la bonne nouvelle. c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, tu vas venir nous parler de Doka. Yes, tout à fait. Doka, on a créé ça il y a 2 ans. C'est une entreprise qui permet aux commerçants, principalement restaurants, de gérer la visibilité et de booster leur visibilité en ligne. Ok, donc toi, tes clients, en fait, c'est des commerçants. C'est ça, que des commerçants. Ok, et concrètement, pour le ou les commerçants, notamment qui nous écoutent, qu'est-ce que Doka propose? Nous, on propose une plateforme SaaS où l'objectif, ça va être un restaurant, il va pouvoir centraliser toutes ces plateformes où il reçoit des avis, il va pouvoir analyser ses retours clients. Et après, on a mis des petits hacks en place, j'en parlais tout à l'heure, pour booster du coup cette notoriété et être le premier sur Google. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, en plus d'augmenter les avis, tu vas favoriser les avis positifs, globalement. Ouais, c'est ça, avec plein de processus de fidélisation, de gamification. On vient inciter les bons retours. Parce qu'en fait, on a un problème en France, c'est que les Français sont des râleurs, on laisse que des avis négatifs. Donc nous, on va juste laisser voix à tous les clients pour laisser des avis et ils vont laisser l'avis qu'ils souhaitent. C'est vrai qu'on est le seul pays au monde où les avis ne sont que négatifs en général. Ah ouais, non mais petite anecdote toute courte, TripAdvisor a fallu arrêter en France parce que on avait les pires notes de tout le monde entier. Et du coup, ils ont retiré un peu leurs antennes françaises et même limite autour de la France parce qu'on avait des notes pourries, quoi. Même par rapport à nos voisins espagnols, italiens. Tu vas en Italie, la dernière fois j'étais à Budapest, ils ont tous 5000, 6000, 7000 avis. Ça reflète une vraie note, donc ceux qui ont une mauvaise note, c'est qu'ils sont vraiment nuls. Et ceux qui ont une bonne note, au bout de 7000 avis, ta note ne peut plus bouger. Donc ça reflète une vraie valeur. Alors qu'en France, si tu as 200 ou 300 avis, c'est le bout du monde, quoi. Nous, j'ai eu pour la petite histoire un petit resto, tu es bien au courant. On avait déjà 200 avis de copains à nous, donc bon, Ouais. tu manipules un peu les stats comme ça, Tu quoi. manipules de fou, hein. Donc voilà, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de vendre Student Pass Ouais. pour ensuite créer Doka? Student Pass, on l'a vendu pas pour les bonnes raisons. On a eu des problèmes avec un de mes associés. Donc pour les personnes qui nous regardent, associez-vous bien. Moi, pendant toutes mes études, on a beaucoup bossé avec mon associé dans des restaurants. Moi, j'ai toujours fait de la restauration depuis que j'ai 15 ans. Et en fait, il y avait un problème qui était tout le temps là. C'était Google, comment avoir des bons avis, comment être premier, comment être visible en ligne. Et du coup, on avait commencé à faire de la communication, des sites web. Et on était tombé à l'époque sur une solution qui faisait des systèmes de mini-jeux pour inciter aux avis. Et vraiment, voilà, je vais le dire, on a copié-collé au début cette solution-là, qui marchait très bien parce qu'ils vendaient ça à des prix exorbitants. Mais nous, on s'est dit, on a un réseau de 200 partenaires. Je sais que j'en ai au moins 60 qui signent. On va se lancer là-dedans dans le mini-jeu. Et au fur et à mesure, du coup, on a changé un peu notre fusil d'épaule. Parce que si tu fais que le jeu aujourd'hui avec l'IA, tout est, on va dire, copiable très rapidement quand même. Les barrières à l'entrée sont très fines. Du coup, on est parti sur une plateforme SaaS beaucoup plus complète, avec des barrières à l'entrée un peu plus complexes au niveau du développement. Et vraiment essayer de faire un logiciel 360 pour le restaurateur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un gros volet tech et Ouais. un gros volet commercialisation derrière, c'est ça? Ouais, nous, on a commencé par le volet tech, alors que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de startups vont avoir l'idée, commercialiser l'idée et après fournir le produit. Nous, on a fait, je pense, l'inverse. Peut-être que ce n'est pas la meilleure, mais on verra. On a mis un gros investissement sur la tech. On a 3 développeurs, alors que nous, on n'est que 2 associés sur marketing et sales. Et du coup, aujourd'hui, on a un produit qui rivalise les plus gros qui ont fait des levées. Et du coup, là, on va pousser la commercialisation parce que le logiciel est au top, quoi. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on savait qu'au début, pour tourner la première année, nos partenaires allaient nous suffire. Donc niveau D'accord. commercial, moi, ma force commerciale et ce que j'avais acquéri durant ces 2, 3, 4 ans avec Student Pass, ça allait suffire. Et on voulait quand même arriver à un produit vraiment pertinent qui permette de concurrencer les gros mastodontes qui sont là depuis 4, 5, 10 ans. Ouais. Donc il fallait quand même pousser un peu la tech et trouver des profils intéressants qui coûtent un peu cher quand même. Et aujourd'hui, du coup, tu considères qu'il y a une grosse concurrence ou pas sur ce marché-là? Ouais, il y a une grosse concurrence. Sur le jeu, il y a une concurrence. Tous les jours, on en voit un nouveau qui fait un système de jeu. Parce que je pense qu'il doit avoir 2, 3 copains qui ont des restos. Il va vendre ça 15, 20, 30 balles et ça fonctionne très bien. Mais je pense que derrière leur business model, s'ils font que ça, ils vont vite aller dans un mur.
Et après, sur tout ce qui va être pilotage de visibilité, il y a quand même des gros noms qui sont en place depuis 10 ans, du style des pages jaunes, des solocales, des partout. C'est des mastodontes, mais très vite délogeables parce que ils innovent pas. Ils restent un peu dans. Ils ont signé des grosses chaînes, peut-être à l'époque des Monoprix, qui leur fournissent, je pense, une planche à billets. Mais nous, derrière, on arrive, on a déjà délogé des gros contrats qui font qu'on peut rivaliser avec ces logiciels aujourd'hui, quoi. Ok. Monoprix, si vous nous écoutez, si vous voulez faire un peu d'économie, vendre la boîte à moins cher, c'est pas mal. Appelez Valérian. Ouais. Combien ça représente de clients cibles sur ce marché? Alors, rien que la restauration, je crois que c'est plus de 160 000 établissements, Ouais. Rien qu'en France, on est rien d'accord? qu'en France, sachant que nous, un logiciel pour le traduire, c'est une journée. Donc Ok. derrière, le marché peut être énorme. Pour l'instant, on fait que la France, on a envie vraiment de cibler France et à la limite Belgique, française, Suisse, Francophone, quoi. francophone. Après, par exemple, on a mis des coiffeurs à qui ça marche bien, c'est pareil, c'est 60 80 000 établissements. Donc le marché est vraiment gros. Après, c'est vrai que nous, on aimerait bien, on se spécialise restauration pour être des experts dans le domaine. Ouais. Et après, pourquoi pas faire des branches dans d'autres secteurs, quoi. Ouais, donc en gros, d'un point de vue sales, tu as des Ah oui. centaines de milliers de clients cibles Ah oui. B2B, quoi. Totalement, ouais. Ce qui est assez rare, en fait, quand on lance un business. Ouais, et ce qui est l'avantage avec nous, enfin l'avantage avec ce secteur-là, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 10 ans, il n'y avait qu'une centaine de chaînes de restauration. Aujourd'hui, tu en as plus de 250 et tu en as plus d'une cinquantaine avec plus de 100 établissements. Donc on va dire que nous, aujourd'hui, notre cible, au début, c'était que du SMB. Maintenant, on va se concentrer sur les chaînes pour directement aller faire une Propager cure. directement. Ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton rapport à la vente, Alors moi, globalement? mon rapport à la vente, je suis arrivé là un peu, pas par dépit du tout, mais parce que j'avais ce contact social. Moi, le rapport que j'ai à la vente, c'est vraiment de mes expériences que j'ai avec la restauration. Mon objectif, c'est que le client soit content. Comme quand tu es au resto, quand tu es serveur, l'objectif, c'est qu'à la fin, ton client, limite, il te laisse un pourboire parce qu'il a passé un bon moment. Moi, mon rapport à la vente, il est un peu comme ça. C'est que j'essaye de connaître mon client et lui apporter la solution dont il a besoin et pas forcément vendre pour vendre, quoi. Ok, donc tu es vraiment là pour satisfaire le client C'est en ça. mode consultant, quoi. C'est ça. Je suis pas le commercial shark qui veut vendre à Ouais. tout prix. Je vais vraiment essayer de répondre aux clients. Et si je suis pas la solution pour, je vais lui dire clairement, il n'y a pas de souci, tiens, je te conseille cette boîte-là, elle est super pour toi, quoi. Donc voilà un peu le rapport que j'ai à la vente. Mais après, par contre, je suis quelqu'un de très tenace. Si la personne ne me dit pas un non définitif, je peux l'appeler toutes les 2 semaines pendant un an, il n'y a pas de galère. Et c'est quoi, du coup, le nom définitif? Jusqu'où on peut aller? Quand le client me dit non, c'est mort, quoi. Ouais. Genre, et ça, c'est un peu mes clients que je déteste, qui te laissent poireauter pendant un an et qui te disent jamais non définitif. Du coup, Ouais. tu continues dans ton CRM de les appeler, quoi. Ok. Est-ce que tu saurais te rappeler ta première vente? Ouais, alors ma première, bon, je pense que je l'oublierai jamais. En plus, on l'avait fait à 3. Ça sent bon, ça. Ouais, à l'époque, le montant aujourd'hui est ridicule, Ouais. mais on était étudiants, nous, on avait créé Student Pass, on voulait se faire 1000 balles déjà dans la poche et on voulait créer une carte pour avoir des réducs. Et du coup, on faisait des partenariats avec des écoles et on avait vendu 500 cartes alors que ça faisait un mois qu'on avait lancé. Donc 500 cartes à 10 euros, ça fait un contrat à 4500 euros négocié à une école. On avait fourni, on avait fait rendez-vous dans un café, on leur avait donné les 500 cartes, ils nous avaient donné le chèque. Et on avait l'impression d'être les rois du pétrole parce qu'on s'était fait 1000 euros dans la poche. Bon, après, on ne savait pas ce que c'était une boîte, donc déduction faite, t'as rien du tout. Mais on était refait, quoi. C'était génial. Et comment tu t'es senti avant ce rendez-vous client-là? Hyper stressé parce que nous, à l'époque, annoncer des montants de 4500 euros. 4500 euros, quand tu es étudiant, c'est limite ce qu'il te faut pour un an pour vivre, quoi. Donc on était en mode, de base, nous on voulait faire une boîte pour se faire 1000, 1500 euros chacun. Là, direct, on avait 500 cartes vendues clé en main. On se sentait les rois du monde. Je me souviens après, je pense que le rendez-vous, on l'a fait à 14 h. On n'a pas travaillé pendant une semaine et on allait faire la fête, quoi. Et est-ce que ce stress-là, tu l'as ressenti après, dans Ouais. d'autres rendez-vous? Tous les rendez-vous. Tous les rendez-vous, tu as un petit Franchement, stress? moi, même si je suis confiant dans le logiciel que je propose, j'ai Ouais. toujours un petit stress. Même là, avant de venir au podcast, sur le banc, je répétais un peu de temps en temps, Ouais. des petites questions, etc. Parce que... Tu as tes fiches sur la main comme ça? Alors, au rendez-vous, jamais. Non. Je fais beaucoup au feeling, mais j'aime bien préparer vraiment 15-20 minutes avant. J'essaye d'apprendre un max de choses sur mon C'est client. important pour toi de préparer chaque rendez-vous commercial? Moi, le rapport que j'ai au commercial, et surtout avec mes clients, j'essaye de les connaître un max. Parce que c'est hyper important de bien connaître son client. Je pense qu'avant de commencer le rendez-vous, je passe 10 minutes à savoir s'il va bien, sa famille va bien, qu'est-ce qu'il a fait. Et derrière, c'est un limite des amis. Moi, je pense que c'est ça aujourd'hui ma force avec mes clients, c'est qu'ils sont hyper fidèles. Et je le sens dans le travail, on a très peu de départs, sauf des clients qui sont venus de l'extérieur. Et tous ceux que je connais depuis 2, 3, 4 ans,
ils me suivent et ils suivent la personne que je suis et derrière le produit il me challenge mais ça évolue avec quoi. C'est super intéressant ce que tu nous racontes et c'est aussi pour ça qu'on a voulu t'inviter sur le podcast et donner ce sujet un peu de fidélisation au podcast parce qu'il vient un peu détruire tous les clichés qu'on peut avoir sur la vente du mec qui va vendre de la glace à des Esquimaux ou un peigne à un chauve, mais bon ça on y reviendra peut-être. Et là tu viens mettre le doigt en fait sur tout ce qui va être important, c'est se préparer en amont, c'est la découverte du besoin du client en tant que tel, à savoir ce qu'il a besoin, mais aussi comment il va réfléchir. Et puis, ce qu'on va aborder dans les minutes qui vont venir, la fidélisation, où on va finalement se dire, il y a la vente, il y a ce qu'on imagine de la vente, il y a tous les clichés autour de la vente, et puis au final, il y a ce qui compte à la fin. Et c'est aussi ce que je t'ai présenté quand on parlait du podcast, c'est se dire, le podcast Plus belle la vente, il parle de vente évidemment, mais il va venir casser les clichés et il va venir parler de ce qui compte. Ah, non, mais c'est super intéressant parce que moi je pense que niveau commercial, je ne suis pas du tout un cliché commercial parce que je ne vais pas appeler des nouveaux clients tous les jours, etc. Moi je vais plus appeler mes clients tous les jours qui après derrière vont faire comme une pieuvre et une recommandation. Moi toute mon acquisition aujourd'hui, après on essaye de développer d'autres canaux, mais toute mon acquisition se fait par du referral parce qu'on a un bon logiciel, nos clients sont contents et j'ai un très bon contact avec mes clients. Il faut que je travaille d'autres canaux bien sûr. Mais je pense qu'un client satisfait, c'est un client derrière qui te recommande et c'est comme ça que ça fonctionne, de mon côté. Pour nos auditeurs qui ne parlent pas anglais peut-être, est-ce que tu peux expliquer referral, ce que ça veut dire? De la mise en relation. Moi aujourd'hui, mes clients par exemple, je vais leur dire si tu me recommandes à ton ami, parce que tous les restaurants sont potes avec tous les restaurants du quartier, et donc plus simple d'avoir un point d'entrée, un point clé d'entrée que le copain d'à côté plutôt qu'un coup de fil. Du coup, moi, je leur, par exemple, offre un mois d'abonnement à lui et au parrainé pour travailler ce referral, donc mise en relation avec d'autres clients, quoi. Et est-ce que tu arrives à pondérer un peu l'efficacité entre deux approches? La première, tu te fais référencer, tu te fais recommander même par un restaurateur avec lequel tu bosses, par rapport à tu pousses la porte de chez un de tes clients et tu… Pardon, on va la refaire. Tu pousses la porte de chez un de tes clients et tu vas le démarcher par toi-même en fait. Tu veux dire un client que je ne connais pas encore? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu bosses avec 3 restos dans la rue, mais celui que tu vas démarcher le jour J, lui, tu le connais, il est d'Adam. Ouais. Tu vas utiliser potentiellement la preuve sociale. Ouais. Je bosse avec un tel, mais tu ne viens pas de la part de ces gens-là. Ce n'est pas ces gens-là qui parlent de toi. Ouais. C'est vrai que c'est deux approches, mais pour moi, la meilleure, en fait, dès qu'il y a un contact, il y a une connaissance. Ouais, je t'appelle de la part de machin qui m'a recommandé ton numéro parce qu'il m'a dit que tu avais des problèmes sur ça, ça, ça. Tu connais déjà le problème de ton client, lui il connaît l'autre, il a confiance, il a vu que par exemple peut-être que sa progression sur Google elle a augmenté. Du coup, tout de suite, tu as un point d'accroche au téléphone, même si c'est dû à froid et que tu l'as jamais parlé. Le mec il va au moins t'écouter et te dire ah ouais, vas-y en vrai, grave cool, écoute, on se prend rendez-vous ensemble et on discute. Même si ça aboutit à rien, déjà le contact est beaucoup plus chaud. Après, c'est vrai que là, des fois, moi je fais beaucoup par quartier aussi, parce que quand le voisin fait quelque chose, des fois la concurrence elle est malveillante, hein, donc tu n'es pas forcément pote avec ton voisin restaurateur, mais quand tu dis par exemple je travaille avec le voisin, tout de suite ils disent ah ouais le voisin il a fait quoi? Ah j'aime bien ce qu'il fait, du coup je vais faire pareil. Par exemple à Paris, on travaille avec le groupe Omimo, qui est quand même pas mal connu maintenant depuis 4-5 ans à Paris. On a signé groupe Omimo, on a fait un post sur LinkedIn. Un jour après, j'avais un message du fondateur de Pepe Pizzeria qui m'envoyait un message pour savoir un peu ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on accompagne les deux sur une relation très saine. Mais l'objectif, voilà, c'est de faire grimper la visibilité des deux restaurants, chacun un peu de leur côté. Et ça fonctionne beaucoup aussi, la rivalité entre concurrents, quoi. Et tu as de la data dessus ou là c'est de l'impondérable? Je t'avoue, je ne suis pas un féru des chiffres. Ouais. Enfin, je voulais faire expert comptable quand j'étais jeune, j'ai fait des études de finance. Tout ce qui est compta, j'aime beaucoup. Mais après, tout ce qui est KPI, enfin KPI, c'est donc les données clés pour ton commerce. Je ne suis pas non plus le mec qui va tout calculer, mais ça marche bien. Ouais. Voilà. Et justement, tu me parles de KPIs, que tu en suis peu. Ouais. Si tu avais 3 KPIs sur ton activité à garder, les autres on les dégage, c'est lesquels? Moi, mes KPI sur mon taux d'acquisition au niveau du referral, aujourd'hui, un client me rapporte en moyenne 1,8 clients
entre Ok. guillemets. Donc, j'ai la plupart des cas, enfin, je dis ça parce que par exemple, j'ai des clients qui m'ont ramené une chaîne de 40 et Ouais. d'autres qui m'ont rien ramené, c'est sûr. Mais sur ces KPI-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon acquisition, j'ai cette KPI-là hyper clé. Après, deuxième KPI sur la partie commerciale. Ouais. Sur Plus la belle la partie. vente. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je dirais que là-dessus, je suis un mauvais élève hein, sur les KPI. Euh, Mon taux de call est nul. Ouais. Ça là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, j'avais fait des formations de call calling et il m'avait dit, ouais, sur 100 appels, t'en convertis 10, 15 en rendez-vous. Moi, je suis plus sur 2, 3. Donc, je pense qu'il faut que je travaille cette stratégie-là. Ça, c'est la KPI que je peux donner sur mon retour. Et une troisième, mauvais élève que je suis, franchement, j'ai un petit trou là. Là-dessus. Sur de la restauration, celui qui te vend 15 calls sur 100, enfin 15 rendez-vous sur 100 appels, c'est un peu un mytho. Ah ouais? Ouais, c'est un Je peu un sais pas, mytho. c'est un ami à moi qui était qui est chez Jeune Chef Ouais. et qui fait du coup et ils ont quand même un gros taux de conversion sur le premier rendez-vous Ouais. parce qu'après il me dit voilà lui là, c'est vraiment une équipe de sharks, les mecs ils s'en foutent d'appeler, ils font 100, 220 appels par jour et ça bourrine quoi mais il m'a dit qu'ils avaient des beaux taux de conversion, Ouais. moi j'ai pas du tout ces taux là quoi. Mais bon, après, ça se travaille. Ça se travaille. Chacun après son domaine, hein. Et toi, tu saurais nous dire, sur une année entière, combien tu fidélises de clients par rapport à combien tu acquiers de nouveaux clients? C'est quoi la proportion en fait entre le nombre de clients fidèles et le nombre de nouveaux clients tous les ans? Et comment tu vas chercher à répartir ton effort entre la fidélisation finalement et l'acquisition de nouveaux clients? Ouais. Bah, du coup, moi aujourd'hui, enfin, je considère que ma solution, je la vends depuis janvier 2024. Parce qu'avant, Ouais. on n'avait que le jeu, c'est différent. Fidélisation sur le jeu, une fois qu'un restaurant il a atteint, par exemple, nous, nos 300, enfin plutôt les 1000, 2000 avis, il n'y a plus forcément intérêt à continuer sur le jeu. Du coup, c'est pour ça qu'on a développé notre plateforme. Et aujourd'hui, sur tous nos clients qui sont arrivés en janvier, on n'a aucun client qui sont partis. Donc, Ok. ça fait bientôt un an. Après, on est sur des formules sans engagement. Donc, le client peut partir à tous les cas. On n'est pas sur des SaaS avec engagement d'un an. Même si des clients veulent le faire, il y a des facilités de paiement. Mais du coup, sur le taux de fidélisation, on est aujourd'hui sur du 100% quand même. Aucun client n'est parti. Et moi, aujourd'hui, on a signé du coup 140 nouveaux clients sur cette année. Mais sur ces 140 clients-là, je pense que 80% viennent de la fidélisation de mes D'accord. clients actuels qui m'ont fourni le contact de personnes, etc. quoi. Donc, pour en revenir à ta question qui était le taux entre acquisition et fidélisation, moi je suis une stratégie full fidélisation parce que derrière ça fait mon acquisition. Mais là, par exemple, on se développe sur de l'acquisition call-call, je suis en train de me former Ouais. parce que j'essaye de me mettre un peu, voilà, tous les lundis, mercredis, une petite séance parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément les moyens d'avoir un commercial qui est dédié à cette tâche-là. Donc j'essaye de le faire moi parce que à terme, même si je dois former mes commerciaux sur le call, faut que je sache le faire. Faut que tu te sois pris toi-même les portes. C'est ça. Donc j'essaye de me former là-dessus et je me prends des portes de dingue. Donc niveau ego, c'est pas facile, je trouve. Franchement, moi, ce côté-là du commercial, c'est le truc que j'aime le moins. Mais après, derrière, ça te fait une force de caractère. Il y a eu qui est passé ici hier qui me disait conseil aux jeunes commerciaux, faites du call-call, Ah, prenez-vous c'est ça. des murs dans la gueule et après tout est plus simple et je trouve que c'est joliment dit. Ah mais franchement, ça aide de fou, même sur ta manière de penser. Après, même quand tu reçois des calls, maintenant, je suis super gentil avec les gens qui m'appellent. Sauf les centres, on va dire, qui t'appellent pour des conneries. Mais là, quand j'ai quelqu'un qui me démarche au téléphone, je prends le temps de lui répondre. Je suis hyper gentil. Et après, je dis voilà, oui, non, oui, on prend un rendez-vous, pas de souci. Mais faut respecter ces gens-là qui appellent parce que c'est vraiment pas facile. Et même moi, pour le personnel, je trouve que ça aide de fou sur ma confiance en moi, quoi. Et sur la vision que les gens ont de moi. Parce que du coup, vu que tu es derrière le téléphone, tu es un peu caché et c'est pas mal quand même. Et justement, c'est quoi les difficultés, alors sur du call-call ou du terrain, à démarcher des restaurateurs en tant que cible particulière? Les on va faire. Les restaurants, c'est une cible vraiment compliquée parce que comparé à un magasin, ils sont certes ouverts toute la journée, mais ils ont souvent des coupures. Mais tu vas les voir à 11 heures, ils préparent le service du midi. Tu vas les voir à 14 heures, ils sont fatigués du service du midi. Et pareil le soir. Du coup, c'est souvent des gens qui sont hyper busy parce que toi qui as fait de la restauration, tu as des problèmes tout le temps. La RH, C'est pour ça que j'en fais plus, hein. Voilà. La RH, c'est le pire taf. Si tu n'as pas eu ton avocat et ton saumon, tu peux pas bosser. Tu as tout le temps des problèmes de dernière minute, donc c'est des mecs qui courent de partout.
Moi, c'est ça que j'aime dans la restauration et je sais que j'en referai un jour parce que tu as un problème, une solution. Nous, si aujourd'hui on a un problème avec un client, on va dire qu'on va chercher une bonne solution et si on lui fournit dans un délai de 2, 3, une semaine, ça va. Le client va pas râler là-dessus. Donc la restauration, ouais, c'est une scie vraiment compliquée en termes de timing, toujours busy. Mais après, c'est des gens souvent hyper terre à terre, hyper sympas, accueillants, sociables. Bah, c'est un milieu où il faut être sociable pour avoir un resto. Donc c'est aussi, moi, une clientèle que j'aime bien parce que c'est un milieu passion, la restauration, quoi. Ok. Et si tu avais un conseil à donner à un commercial qui veut démarcher des restaurants, alors peut-être pas tes concurrents, mais on a un client en ce moment qui vend des fruits et légumes de Rungis au restaurateur, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? En vrai, va les voir avec tes produits. Parce que Ouais. moi, c'est vraiment quand je vais le terrain et que je leur montre le produit avec une étude de cas clé. Donc lui, à la limite, tu arrives avec ta pomme, tu lui fais goûter. Et s'il aime, il va acheter ton produit. Moi, c'est pareil. Je leur dis, voilà, aujourd'hui, toi, ton problème, c'est ça. Regarde, tu as 3,9 sur Google. Tu as ton concurrent à côté qui a travaillé avec moi, il est à 4,6. Et son trafic, c'est quantifiable. Moi, aujourd'hui, je peux me connecter à certaines bases de données. Je peux voir une augmentation de chiffre d'affaires. Je peux voir une augmentation de trafic. Et du coup, je lui montre par A plus B en direct. Voilà, si tu fais ça, tu auras tel résultat. Faut aller les voir, faut les rencontrer. C'est pas des adeptes de la visio, surtout pour le SMB, les gens qui ont un, deux restos, c'est du terre à terre. Après voilà, pour des chaînes, là, tu es obligé de faire un peu comme toutes les entreprises, Bien ça sûr, s'appelle les c'est sièges, du grand compte là pour le et tu coup. rencontres les grands comptes. Mais si tu es un vendeur de fruits à Rungis, va avec tes caisses et fais le tour de tous les restaurants. Et justement, tu parlais du côté restaurateur un peu pressé, cible un peu atypique. Comment on le convainc? C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a en face de soi, comment on le convainc? Quels sont ses leviers? Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce que tu utilises comme technique toi pour le convaincre? Bah, nous, c'est vrai qu'on le prix, c'est hyper important. Surtout là, quand même, depuis 2 3 ans après Covid, enfin, il y a toutes les charges qui ont augmenté, tous les prix qui ont augmenté. Donc, il y a quand même une densité plus faible qu'avant. Enfin, sur les gens qui se rendent au restaurant, il y a quand même beaucoup moins de monde qu'avant, beaucoup plus de concurrence. Et du coup, ils ont des budgets beaucoup plus faibles. Donc, nous qui arrivons pour un restaurant, la première dépense, ça va être tout ce qui va être RH. Après, ça va être son système de caisse. Et après, tout ce qui est communication et autres. Donc, nous, on arrive un peu en troisième dépense. Donc pour lui faire du coup rentrer cette dépense-là, il faut vraiment jouer sur les prix. Et nous, on casse les prix du marché. Et on est critiqué de temps en temps Ouais. en me disant, voilà, vous êtes un nouveau logiciel, ça se passe pas comme ça. C'est comme à l'époque quand des vieilles agences facturaient des sites web 20 000 euros. Aujourd'hui, tu vois une vidéo YouTube, tu peux faire un site en 2 secondes. On a fait pareil, nous, il y a 5 ans. Je vendais des sites Wix à 600 balles. J'en vendais à l'appel. Et toutes les agences, elles nous gueulaient dessus parce que c'était inadmissible. C'est un peu la même stratégie qu'on a appliquée. En mode, on est là, on est d'anciens restaurateurs que j'ai fait la restauration, on va casser les prix. Et nous, c'est vraiment, moi, c'est mon levier aujourd'hui, le prix, quoi. Ouais. Et pas forcément négocier mon prix, mais dire, voilà, avec ça, tu as telle répercussion et ça va te coûter que 40 euros par mois, quoi. C'est pas non plus. Et si on devait justement en sortir, on va Sortir de challenger un prix. petit peu, on ne parle pas de prix. Comment, une fois que tu as ton client en face de toi, tu vas lui créer de la valeur sans lui dire on est les moins chers, on casse le prix Alors, sans parler du prix, moi, j'aime beaucoup utiliser le levier concurrentiel. Parce que la restauration, je pense que sur du local, nous on est vraiment sur du référencement local, la concurrence elle est énorme. Si là je tape restaurant ici, je vais avoir peut-être 100 pages sur des restaurants. Et l'objectif premier d'un restaurant, parce que je trouve que c'est la cible qui a le mieux compris Google aujourd'hui, et c'est hyper important pour eux, l'objectif c'est d'être sur la première page. 99% des gens passent pas la première page, et du coup moi je leur garantis que en 5 à 6 mois, sur cette première page, leur établissement il sera quoi. Donc moi, je joue vraiment sur le levier concurrentiel et dire, ton objectif, moi, c'est de te faire rayonner. Et derrière, si tu rayonnes, moi, je vais rayonner aussi, quoi. Donc voilà. donc en fait tu leur vends finalement un chiffre d'affaires en plus. Alors, ça, aujourd'hui, je ne peux pas le quantifier. Moi, je Ouais. leur vends plus de trafic, c'est sûr. Ça, je peux le quantifier. Ouais. Après, plus de trafic veut dire, bien sûr, plus de chiffre d'affaires. Mais je ne vais pas lui dire, je te garantis que tu vas faire 10 000 euros de plus par mois. Bien sûr. Mais tu vas pouvoir augmenter ton trafic dans ton établissement peut-être de 10, 15, 20%. Ok. Et est-ce que finalement par rapport à tes différents types de clients, tu arrives à identifier des personas types, des fonctionnements types en fonction du type de resto, du type d'emplacement, du type d'arrondissement? ou de ville? Des personas types, tu veux dire sur mes clients? Ouais. Euh, Moi aujourd'hui vraiment mes clients cibles c'est un
45, 60 ans, qui connaît Google parce qu'il recherche tout sur Google et c'est aussi un peu la génération qui a vu créer Google, tout ce qui va avec. C'est un peu du coup cette cible-là qui ne connaît pas forcément tous les outils marketing et qui en a marre de rien comprendre. Et du coup, moi, je vais essayer d'éduquer cette cible-là. Et donc, c'est vraiment mon persona d'aller éduquer cette population qui n'a pas vécu comme nous avec toutes ces nouvelles technologies. Donc, ouais, 45-60 ans, directeur qui a fait de la restauration ou qui se reconvertit dans la restauration. D'accord. Et du coup, moi, je peux apporter mon expertise que j'ai eue en travaillant dans différents restos. Et j'aime bien aussi leur fournir d'autres services qui ne sont pas forcément dans Doka, parce que j'ai touché au site web, au système de commande et tout ce qui va avec. Donc j'aime bien leur apprendre des nouveautés. Donc, et après, pour autre chose de persona, ouais, qui ont 1, 2 ou 3 restaurants, pas forcément du brasserie. Moi, je suis pas dans la brasserie. Tu n'es pas dans la brasserie. Enfin, j'en fais, mais c'est pas mes clients cibles. Moi, j'aime bien tout ce qui est fast-food. C'est ce qui marche le mieux. C'est là où, on va dire, mettre un mini-jeu en place, c'est le plus simple pour aller chercher les meilleurs référencements locaux. Ok, très clair. Et là, c'est quoi? On arrive sur la fin 2024, début 2025. Ouais. Quels sont les objectifs de Doka pour 2025? Là, on a fini notre deuxième bilan fin septembre. Donc, on a fait x4 sur notre chiffre d'affaires comparé à la première année. On est super content. Et là, l'objectif, c'est de refaire pareil sur la deuxième année. Après, on reste sur des chiffres d'affaires pas encore très élevés. Donc, aller grossir, c'est pas si compliqué que ça. Là, on a 160 clients. On vise 520 clients d'ici la fin septembre 2025. Ok. Parce que là, du coup, vu qu'on a fini, je repars sur un an. Et là, on s'est associé avec du coup, un des fondateurs de Grupo Mimo qui nous pousse énormément et nous apporte un réseau de dingue. Et surtout une crédibilité, parce que quand tu es une jeune boîte, il faut être crédible. Et ça, c'était vraiment notre objectif 2024, d'être crédible auprès de gros groupes. Et là, c'est ce qui arrive et c'est ce qui se met en place, quoi. Et si je te pose la même question, mais à horizon 5 ans? À horizon 5 ans, pour être honnête, j'espère ne plus faire ce métier-là. Ok. Parce que j'aime beaucoup la tech, mais je ne suis pas un mec qui aime être derrière mon ordinateur. J'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien un peu pas vivre au jour le jour, mais avoir des problèmes, comme je disais, dans la restauration, jour à jour. Et là, faire des visios, être derrière mon ordinateur, être sur mon logiciel, ça, c'est pas passionnant, mais j'aime beaucoup parce que c'est un milieu que j'apprécie. Et donc, dans 5 ans, j'espère avoir revendu cette société-là, je l'espère, et pouvoir faire de la restauration. Eh ben, on viendra t'interviewer quand tu auras ton resto. Ouais, mais peut-être que j'espère utiliser mon logiciel dans mon restaurant et je le ferai, quoi. Ouais. Eh ben, écoute, on te le souhaite. Je te pose une dernière question que j'aime bien poser moi en entretien d'embauche pour les commerciaux qu'on recrute ou qu'on met à disposition des clients. Assez piège, j'avoue. Si tu avais l'opportunité, toute époque confondue, toute époque confondue, virtuelle, réelle, de déjeuner ou de dîner avec une personne célèbre, ce serait qui et pour lui demander quoi surtout? Moi, je pense qu'en vrai, ça serait Lewis Hamilton. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup la Formule 1, j'ai toujours eu tous les Lego, Formule 1, etc. Et je trouve que ce mec, même là aujourd'hui, il a la quarantaine, il est encore au top niveau en Formule 1. C'est un mec hyper humble et j'aimerais vraiment lui demander, pourquoi autant, pas de haine, mais comment il a pu mettre autant d'énergie dans cette passion-là, comment il est arrivé au top et surtout, pourquoi ce sacrifice, tout ce qui est familial. Parce que derrière, c'est un mec qui a 40 ans, il fait que de la Formule 1 toute sa vie depuis qu'il a 6 piges. Est-ce qu'il a une vie à côté ou est-ce que c'est que la Formule 1, quoi? Et je sais pas, ça m'intrigue un peu en mode, t'as 40 ans, t'es ultra riche, tu fais certes ta passion, mais t'as mis de côté vraiment toute ta vie perso, quoi. Et pourquoi? Et ça m'intrigue de ouf, quoi. Et Lewis, tu l'emmènes manger où? Tu connais tous les restos de Paris, c'est le moment. Lewis, j'en mets où? Je sais qu'il aime beaucoup le Brésil. Ouais. Peut-être dans un petit restaurant brésilien, quoi. Ouais. Pour essayer de lui délier un peu les mots, quoi. Et tu l'invites ou il t'invite? C'est lui qui m'invite. Michto. On n'a pas les mêmes moyens non plus. J'allais te remercier, mais non. Ah. Il y a quand même une surprise. Je t'avais vendu une surprise, je t'avais promis une surprise. Dis-moi. Il y a une petite mise en scène
Ouais. Dans les podcasts Plus belle la vente, on va te faire choisir un produit Mhm. que tu vas devoir me vendre. Ok. Au meilleur vendeur en plus. Exactement. Et qui est le pire des acheteurs. Oh, t'es un bon acheteur quand même. Lali va te donner le produit. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs, notamment Spotify, Deezer et autres, qui n'ont pas l'image, Yes. ce qu'est le produit? Alors, c'est une éponge, mais ultra dure. Enfin, Ultra dure. avec un petit sourire quand même. Ouais. Donc, elle est mignonne, elle est jolie. Ouais. Le marketing est bien fait. T'as commencé à me la vendre ou pas? Non, pas Pas encore, ah, ça Je, va. je décris aux auditeurs un peu ce que je vois. Une éponge rouge, mais vraiment très dure, avec des trous dedans, je pense, pour faire un smile. Donc, pour te vendre ce produit, ok. T'as un lave-vaisselle chez toi. Oui. Des fois, on est d'accord, ça lave mal. Il reste toujours un peu sur les cuillères, souvent les couteaux, des petites traces, etc. C'est vrai. Et souvent, avec l'éponge, les éponges, ça s'use, ça gratte pas forcément. Du coup, on utilise souvent comment ça s'appelle, les petites éponges en métal. Là, Ah pour oui, gratter je vois les très gratte-gratte. bien. Mais ça fracasse souvent. C'est Moi, vrai. j'ai des couteaux en inox, ça les raye de ouf. Mais alors que je pense qu'avec une éponge grattante, vraiment, tu vas pouvoir enlever tous les résidus de tes couverts. Et avec les petits trous, tu vas pouvoir les passer à l'intérieur pour que ce soit plus simple d'utilisation. Ah, je me demandais à quoi servaient les petits trous. Bah oui, parce qu'en fait là, ça a une forme ronde pour faire passer les cuillères, par exemple, où souvent c'est compliqué à gratter. Là, tu fais passer ta cuillère, hop, et tu grattes. Et comme ça, plus de résidus, tu rayes pas tes couverts, et en même temps, c'est joli. Plutôt Ok. qu'un truc en métal qui va rouiller, qui va peut-être être mauvais pour la santé. Là, c'est du naturel. Et toi qui me disais casser les prix, à combien tu me le vends ton truc? Ça doit être fait en Chine, je pense. Donc, non, combien tu le vends? Ça, franchement, ça se vend comme une éponge, un peu plus, on va dire 1,50 €. Oh, t'es dur. Ça, c'est pas le prix. 1,50 €, moi, je le vends. Allez, je te le prends. Allez, parfait. Tu peux repartir avec. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation avec Doka. Ouais. Et puis au plaisir de te retrouver peut-être l'année prochaine pour nous expliquer Ah oui. comment. On ouvrira un ça restaurant évolue. ensemble. Eh ben, avec plaisir. Moi, tu ne me reverras plus dans la restauration. mais... Ben, merci top. beaucoup. Merci. C'était top. Du coup, vous proposez un logiciel SaaS. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, des solutions de fidélisation par le logiciel, justement? Je trouve qu'aujourd'hui, utiliser des logiciels pour la fidélisation, c'est hyper important parce que ça permet un peu de structurer cette fidélisation-là. Parce qu'aujourd'hui, un commercial, c'est un humain. Je pense que ce métier-là sera toujours dans les mœurs, mais faut l'aider à fidéliser cette clientèle-là, que ce soit toi en tant qu'entreprise ou par exemple moi, ma cible, les restaurants, où je vais les aider à fidéliser cette clientèle-là avec mon logiciel, système de mini-jeu, le client laisse un avis, gagne un cadeau et peut le récupérer la prochaine fois qu'il vient. Hyper simple en système de fidélisation. Pour les entreprises comme les nôtres, je pense qu'il faut aider à gérer cette fidélisation. Donc d'abord connaître son client et avoir un maximum d'informations, donc ça tout le côté CRM hyper intelligent. Et même aujourd'hui des plateformes, là j'étais la dernière fois j'ai fait un rendez-vous avec une entreprise qui te met à disposition en fait une app de fidélisation pour tes clients. Ok. Donc tes clients vont télécharger une application et quand ils auront une recommandation à te faire, donc l'application là ça s'appelle peut-être Atmada, quand ils auront une recommandation à te faire, ils vont du coup t'envoyer un lead recommandé de la part de telle personne que tu vas pouvoir contacter. Et toi, derrière ce client-là, tu vas automatiquement lui donner de la récompense via ce système d'application de cadeaux. Ça peut être de la rémunération monétaire à porteur d'affaires ou ça peut être de la remise sur un forfait qu'il a déjà chez toi. Et je trouvais ça hyper bien parce que du coup, tous tes clients ont un peu ton application, ce système de mise en relation assez sympa. Tu peux avoir le côté pécunier qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, je pense que ce qui intéresse beaucoup nos clients, c'est le système monétaire. Donc les logiciels, je trouve, sont hyper importants sur le côté connaissance de ton client et derrière pour aider à scaler, entre guillemets, à développer au maximum cette fidélisation à échelle plus qu'un humain, quoi. Et du coup, question qui me vient, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, Ouais. à tort et à travers. Ouais. Est-ce que tu vois des tendances, est-ce que tu imagines des utilisations de l'IA dans la fidélisation ou dans la gestion de la clientèle en restauration? Alors la gestion de la clientèle en restauration avec l'IA. Ou fidélisation, hein, de toute façon. Alors peut-être que l'IA peut
pourra plus nous aider à reconnaître nos clients et lui proposer par exemple des produits supplémentaires qui pourraient l'intéresser Ok. suite à ses précédentes commandes. Ok. Par exemple, je sais pas, j'aime beaucoup tel plat dans mon restaurant, mais je mange toujours la même chose. Peut-être que l'IA va nous aider à peut-être développer peut-être d'autres tendances de consommation et peut-être pousser aussi à la consommation, vu qu'on va connaître de mieux en mieux nos clients. Après, pour la restauration, l'IA aide beaucoup. Nous, on utilise l'IA pour tout ce qui est gestion des avis. On vient automatiser toutes les réponses avec l'IA pour satisfaire au mieux le client et en même temps automatiser la gestion qui prend du temps. Bien sûr. Mais après, les entreprises aujourd'hui qui utilisent l'IA pour gérer leurs relations clients, donc tous les bots, je trouve ça inadmissible. Ok. C'est fort, mais c'est clair. Ah ouais. Franchement, enfin, moi j'utilise énormément de logiciels et à chaque fois ils te disent ouais, on a notre bot qui répond 7 jours sur 7, 24 sur 24. Je préfère que tu me répondes pas 7 jours sur 7, 24 sur 24, mais que quand je veux parler à quelqu'un, si tu as un système de bot, bah, que je puisse parler vraiment à quelqu'un et que ça réponde à mon problème. Parce que c'est infernal, quoi. C'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début du podcast de fidélisation, de positif, de bienveillance, mais tu gères aussi les avis négatifs, tu gères aussi les mauvaises notes et finalement ça rentre aussi dans l'aspect fidélisation parce qu'un client déçu peut revenir et être satisfait finalement. Tout à fait. Comment tu gères ça aujourd'hui pour tes clients? Moi, pour les avis négatifs, bah, on a quand même pas un dicton chez Doka, mais la carotte, ça fonctionne de ouf. Enfin, tout le monde est attiré par une carotte. Donc, un client qui n'est pas satisfait, donc soit il a eu une mauvaise expérience sur on va dire le service. Donc ça peut arriver souvent. Ces personnes sur le service ne reviendront pas forcément. Sur la nourriture, je trouve que les gens sont un peu plus indulgents parce que peut-être qu'ils sont venus une première fois, ça s'est bien passé, ils reviennent. Et là, hop, ils sont déçus. La cuisine change, les produits changent, on n'a pas toujours les mêmes arrivages, donc ça peut arriver. Donc les avis négatifs, moi je leur propose de revenir essayer. Avec, voilà, on vous offrira un dessert, un accompagnement et ça fonctionne plutôt bien. Et on arrive à quantifier un peu, voilà, sur une personne négative, on peut nous lui envoyer un coupon, un cadeau à réutiliser. Et on voit qu'ils reviennent toujours consommer parce qu'ils ont 5 € offerts, ils vont les utiliser, quoi. Donc ça fonctionne plutôt bien pour gérer les avis négatifs. Ça. Et ça, du coup, tu arrives à chiffrer ou à pondérer le nombre de personnes qui avaient mis un avis négatif, qui n'allaient plus revenir et que vous avez réussi à récupérer comme ça? Ouais, on a des taux de retour de 15% sur les avis. C'est pas non plus dingue, mais voilà, sur 10 avis négatifs, derrière, j'ai 15% de ces clients-là qui reviennent consommer grâce au coupon que je leur ai envoyé, quoi. Et ces gens-là, ils enlèvent ou ils gardent le commentaire négatif en général? Aujourd'hui, si nous, par exemple, notre système d'avis Google, quand tu es en magasin, tu laisses ton avis. Et après, imaginons que tu as laissé un avis, une étoile, tu vas revenir. Si tu veux relaisser un avis, tu peux pas, mais tu peux modifier ton avis. Donc ça arrive. Nous, on a eu des clients qui avaient à l'époque des mauvais avis. Ok. Et une personne qui a voulu réessayer plusieurs années plus tard, ce cas-là, c'était quoi, il y a 2 mois. Et mon client, il m'envoie, ouais, ton système de réponse, il a fait une erreur. Je fais comment ça? Il me dit, regarde, la personne, elle a mis un avis positif. Et toi, tu dis, nous sommes désolés que vous avez passé une mauvaise expérience. Ouais. Et en fait, la réponse datait d'il y a 3 ans. Okay. Et la personne a changé son avis. Et du coup, comme quoi, nous, notre logiciel permet de aussi renouveler ces mauvais avis en bons avis, quoi. Donc, si je comprends bien, ton logiciel permet, bon, évidemment, d'aller chercher les bonnes notes, te permet d'augmenter les mauvais avis et te permet potentiellement presque de refidéliser les personnes qui sont mécontentes. Ouais. Au-delà de tout l'aspect fidélisation des clients lambda, on va dire. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de fidéliser tout le monde, que ce soit le client content, pas content, parce qu'on fait tous des erreurs, surtout dans la restauration où je pense que les gens qui connaissent un peu le milieu savent que c'est quand même de plus en plus dur, je trouve. Surtout au niveau RH, plus personne ne veut travailler, ça coûte très cher. Et du coup, il faut réussir vraiment à garder cette clientèle locale parce que ton restaurant, il ne va pas bouger. Donc, il a un rayon maximum d'interaction. Donc, il faut savoir fidéliser tous ces clients qui sont autour, quoi. C'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'à la différence d'un business comme le nôtre, où la recherche de clientèle est quasi infinie, un restaurant, il est sur une zone géographique, sur cette zone géographique-là, il y a X personnes qui sont susceptibles de manger. Si à la fin, plus personne ne veut y venir, il n'y aura plus personne. À l'inverse, si les personnes viennent parce que c'est meilleur chez toi que chez les autres, ou parce qu'il y a la queue chez toi plutôt que chez les autres, tu feras plus de chiffre d'affaires. C'est sûr que c'est important comme paradigme. C'est un enjeu, hein. C'est pour ça que nous, on s'est vraiment ciblé. On est certes du coup une entreprise sur tout le territoire français, mais on est hyper local sur la précision de notre expertise pour les restaurants. Parce que eux, l'enjeu, c'est du local. Ils s'en foutent d'être visibles ailleurs, quoi.
Nous, par exemple, à Paris, on traite par quartier, quoi, parce qu'on sait que c'est la vie de quartier qui compte et c'est tes clients dans le quartier qui vont faire le rayonnement. Tu as le tourisme à Paris, mais c'est minime comparé à ce qu'il y a tous les jours avec ta vie de quartier, quoi. Et pour finir, si tu as une objection qui te revient souvent, ce serait laquelle de la part de tes clients? Une objection qui revient souvent, c'est pas le prix. Donc ça, beaucoup de gens diront le prix, moi c'est pas le prix. Euh, je pense que aujourd'hui, notre outil, nos clients ont soit du mal avec l'IA, parce que voilà, c'est quand même une cible 45-60, donc ils ont l'impression que l'IA, ils en voient de partout, bon, on en voit de partout. Donc beaucoup de gens me disent non mais ça l'IA c'est du fake, moi j'en veux pas du tout chez moi. Des restaurateurs qui ne sont pas du tout éduqués. Il y a vraiment une grosse différence entre Paris. Paris, c'est les startups, Google, le référencement local, tout le monde connaît tout. Tu vas, la dernière fois c'était à Toulon, le mec, je vais le voir et tout, il me dit mais moi j'en ai rien à foutre de Google, hein. Moi vraiment. Avec la franchise d'un Toulonnais, quoi. Ah c'est ça, mais vraiment il me dit j'en ai rien à foutre de Google. Moi mes clients, bah, ils sont contents de venir, ils sont contents, ils viennent pas, je m'en fous quoi. Je te dis mais aujourd'hui tu attires comment tes clients? Oh, bah, le bouche à oreille. Mais aujourd'hui, le bouche à oreille, ça fonctionne certes bien, mais quand même moins bien qu'avant. Aujourd'hui, on bouge tous, hein. Moi, j'ai fait peut-être en 5 ans 4 villes. Toi, tu étais à Marseille avant, après, tu as fait Paris, etc. On bouge tous beaucoup plus qu'avant. Et du coup, si tu es plus visible sur tout ce qui est digital, tu auras un souci. Mais ces personnes-là ne peuvent pas comprendre. Donc souvent, l'objection, c'est bah, moi, j'en ai rien à foutre de Google et bah, que j'ai des avis ou que j'ai des bons ou mauvais avis, je m'en fous, quoi. Et comment tu les retournes, ces clients-là? Bah, quand c'est vraiment des teigneux qui veulent pas comprendre que c'est intéressant pour eux, quand tu fais face à pas un âne, mais à une bourrique qui veut pas avancer, bah, tu le laisses dans son coin et tu vas voir le concurrent et tu vas dire que tu peux faire mieux que lui et tu auras plus de clients. Et pour les clients, entre guillemets, où je vois qu'il y a quand même quelque chose à faire, d'abord je leur dis, bah, écoutez, pas de souci, on n'est pas obligé de mettre notre logiciel en place tout de suite, mais moi en fait je peux vous dire ce qui ne va pas là chez vous. Est-ce que vous pourrez améliorer dans l'instant? Parce que, par exemple, optimiser une page, ça me prend 10 minutes, mais ça a un réel impact sur Google. Ok. Google adore qu'on utilise tous ces outils, qu'on mette un max d'infos. Donc, par exemple, je leur offre une optimisation dans un premier temps pour ne pas les brusquer. Après, je leur dis, voilà, vous pouvez essayer de répondre à vos avis. J'essaye de les initier, faire des posts, etc. Et après, une fois qu'ils sont initiés et qu'ils s'y prêtent au jeu et qu'ils font attention en fait, à tous ces petits outils, Google, TripAdvisor, derrière, ils sont un peu plus éduqués, je reviens les voir en disant voilà, vous pouvez aller plus loin maintenant. Donc j'essaye de faire de l'éducation et après je signe, quoi. Ok, super. Pour nos auditeurs, ça a un nom, ça, nous on en parle en formation en général, c'est la technique du salami. C'est-à-dire que tu vas découper, négocier en général, c'est dans la négo, tranche par tranche, et tu vas mettre en place, tranche par tranche, ta solution. Ouais. Donc c'est cool de pouvoir même parler d'un concept de vente en podcast, c'est génial. Ah bah, tu sais quoi, tu m'apprends quelque chose, hein. Parce que c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, quoi. Et finalement, tu vois, et c'est intéressant, beaucoup de choses de ce qu'on s'est dit, et peut-être que ce sera la morale de ce podcast-là, c'est que malgré les grandes théories, malgré les clichés sur la vente, finalement, la vente, ça reste énormément de bon sens. Ça reste énormément de prise de recul, ça reste beaucoup de préparation, encore plus d'observation, de déduction, parce qu'on a posé des questions, mais surtout beaucoup de bon sens en réaction à tous ces éléments-là. Parce que bon, le mec qui arrive, qui sait tout de tout le monde, de ses clients, il a plus de chances de se foirer parce qu'il ne pose pas une question, plutôt que s'il prend le temps de se préparer, de comprendre, de poser les bonnes questions, d'analyser les besoins de son client, d'analyser le prisme selon lequel le client va décider. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de persona type de client. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir son modèle de client parce qu'il va réagir plus ou moins pareil. Mais pour cela, il faut le comprendre, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est surtout que, moi, ce que j'ai envie de dire là sur les nouvelles générations, là, on voit de l'IA partout, du logiciel de partout. C'est que je pense, moi, pour la vente, il faut toujours garder ce côté humain. Et ces entreprises qui te disent qu'ils peuvent automatiser des scénarios de vente par téléphone, on le voit à 10 000 que c'est pas du tout le niveau d'humain, quoi. Ah bah, nous, moi, ça me rend fou. Tu nous connais, c'est notre métier quand même. Mais on se fait prospecter tous les jours par des boîtes comme ça. Surtout toi, ça doit être horrible. Ouais. Là, moi, je suis moins sympa que toi sur les calls entrants. Alors, je suis très joueur, donc c'est-à-dire que si le commercial me vend de la merde mais qu'il est bon, je vais l'écouter. Juste pour… Par contre, si au bout de 10 secondes, il est mauvais, je dis bon, écoute, Mireille, ton énergie, ton chèque énergie ou ton thermostat connecté, t'es la 8e qui m'appelle aujourd'hui, t'es molle, t'es zéro, stop.
Mais du coup, en effet, tous les trucs qui automatisent à outrance, ça Moi, marche pas. ce mot automatisation, enfin, j'en fais, mais on va dire simplement, moi, ça me rend dingue. Arrêtez de vouloir tout automatiser, hein. Tranquille, les gars, ça va aller, hein. Ce matin, je visitais nos nouveaux bureaux. D'ailleurs, tu viendras les voir. Avec plaisir. Ils ont automatisé le changement des rouleaux de PQ. Alors là, c'est... Comment on tu est peux trop. automatiser Je sais ça, pas. alors Mais ils ont une alerte dès qu'il n'y a plus de PQ et du coup, ils viennent le changer. Du coup, ils te vendent le fait qu'il n'y a plus de panne de PQ. Enfin, bon, voilà. T'as compris. C'est le progrès. Ouais, moi, Vivement 2025. Ouais, moi, je pense que ça a fait une grosse pente, ça va stagner, Possible. on va revenir petit à petit aux bases et je pense dans tous les milieux. Nous, là, par exemple, ce qui fonctionne de ouf, c'est les lettres. Mhm. J'envoie des lettres et derrière, je prends une photo devant tous les franchises, je fais ça que pour les franchises. Les franchises sur lesquelles c'est hyper intéressant, pour entre 10 et 20 établissements. Petite photo de moi avec soit un cookie ou un plat. Derrière, je leur dis ce que j'aime et tout chez eux. Un petit QR code pour qu'ils prennent rendez-vous avec moi. Mais le taux de conversion avec ça, il est juste dingue. Je pense que là, sur 30 lettres, pour l'instant, j'ai eu 10 rendez-vous pris. Ça m'a pris 2 minutes. J'ai mis un petit tampon d'Oka, on a fait les trucs bien. Mais t'envoies une lettre avec une photo devant ton shop, le mec prend au moins 15 minutes pour te voir. Bien sûr. Et je pense qu'on va revenir de petit à petit sur de la personnalisation, mais comme ce qu'on faisait avant, très simple, quoi. La personnalisation, elle a toujours marché. Après, on a des cycles en vente. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le call, ça marchait plus du tout parce que tout le monde en faisait. Donc, tout le monde s'est mis à envoyer du mail. Tout le monde envoyait du mail, donc tes boîtes mail, elles étaient surchargées. Les éditeurs que sont Google, Outlook et autres t'ont blacklisté et tu finis en spam. Donc, tout le monde a arrêté de faire du mailing. Puis finalement, du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la même chose avec LinkedIn. Donc, tout le monde a fait du LinkedIn. Ouais. Puis tout le monde s'est rendu compte que c'était de l'automatisation et que ça n'avait aucune plus-value. Donc, plus personne ne les lit. Et puis là, comme par hasard, on revient au call parce que Ouais. plus personne n'en fait, quoi. Donc, en fait, voilà, C'est maintenant que tu as un donné le tips à tout le monde et comme on a à peu près 12 millions d'auditeurs chez Plus Belle la Vente, tu t'es sûr que le public postage, dans 6 mois, tout le monde en fait et qu'il va falloir trouver une autre solution. Mais c'est ça aussi la richesse Ouais. du commercial, quoi. Mais en tout cas, Publipostage, franchement, les gens, ils sentent qu'il y a une valeur. Et même, je pense que la dernière fois que j'ai ouvert une lettre, je ne saurais même pas quand la dernière fois te dire quand c'était, sauf pour aller à la limite ton truc d'assurance, Matmut, qui t'envoie toutes les 2-3 mois. Mais quand tu reçois une lettre à part pour ton anniversaire, enfin une lettre un peu différente, tu l'ouvres forcément et tu lis ce qu'il y a dedans. Et on trouve cette approche assez sympa, quoi. Ah bah, moi, je me rappelle la dernière lettre que j'ai ouverte, c'était ce matin. C'était un beau courrier de l'URSSAF. D'ailleurs, les gars, vous êtes encore plantés, c'est toujours pas ça. Mais c'est la surprise du chef, Ouais. voilà. Donc on fait tous attention au courrier parce que c'est souvent quelque chose d'important. Parce que plus personne envoie de courrier. C'est vrai. Donc voilà, au cas où je Eh donne ben, les tips. En live, vous avez le tips de Valérian qui marche. N'hésitez pas à dire si vous le faites aussi et si ça marche. Faites-le, mais faites-le bien. C'est-à-dire, ne le faites pas avec un flyer que vous avez envoyé à 10 000 Voilà. personnes comme des ânes. Bref, ouais. Et je rebondis sur un truc que tu as dit. Tu as utilisé le mot âne. J'en profite pour faire une petite dédicace à Nico Guérin, mon ancien associé, qui m'a répété sur les 6 ans de notre association, je pense tous les jours, ça fait beaucoup, sur 1800 jours, on ne fait pas d'un âne un cheval de course, donc voilà, c'est pour toi celle-là. Pas mal ça. Pas mal. C'est pas mal. Ah, il avait pas mal de déclinaisons. Tu peux pas être le pingouin le plus glissant de la banquise, le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il y en avait plein, il y en avait plein. C'est pas mal. Moi, la dernière fois, j'ai entendu un truc vraiment sympa. On dit souvent, tu parles pas chinois. Ouais, Enfin, ou tu parles chinois. Je dis, non, je parle français avec des ratures. Et je trouvais ça hyper pas mal, mal. pas mal. Voilà, pour changer un peu. Il y a un copyright sur celle-là ou... Non, non, on l'a pas déposé encore. Merci beaucoup. Merci en tout cas, c'était génial. C'était Plus Belle la Vente. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous tous les mardis pour plus d'histoires autour de la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre page.